la lecture de ce livre-là, qui est d'ailleurs, j'avais lu le chapitre 1 et 2 dans une ancienne vidéo. Je vais le redire. C'est une lecture pour public avisé. Donc, ça comprend des scènes, des mots vulgaires. Donc, c'est dit. Genre, 18 ans et plus. Donc, si vous pensez être sensible, ou aussi, ou sinon, si vous avez vu la première vidéo, puis que vous savez l'histoire, ça vous plaît ou pas, c'est comme vous voulez à partir de là. En passant, j'ai essayé de faire un petit make-up comme de Pâques. Je sais pas, ok. Donc, dans mes souvenirs, nous étions rendus au chapitre 3. Puisque je voulais pas en lire longtemps, j'avais fait 2 livres. Donc, chapitre 3. Mon chalet, mais mon comme une montagne, un mont. Elle allait parler. Il le referait à travers sa plume, par d'ordinateur comme ses auteurs qui avaient perdu le sens de ce que c'est d'écrire. Anne avait besoin du contact de ses paumes avec le papier, du grattement de la plume sur le pupitre, de l'effusion qu'elle contrôlait elle-même selon la pression qu'elle émettait sur son instrument. Elle avait chaque fois l'impression que c'était d'un peu d'elle-même qu'elle tâchait la page. Elle y versait de son sang noir. Anne était une passionnée. D'aucuns l'avaient noté très fort. Sa mère, par exemple, qui avait toujours eu cette impression que sa fille était quelque part, une expression qu'elle utilisait en présence de proches pour tenter de saisir l'unicité d'Anne, de lénifier ce tempérament qui la dérangeait en tant que mère. À 15 ans, Anne savait qu'elle était déjouée. Les pronostics, sa naissance prématurée, couplée au manque d'oxygène au cours des premières minutes de son existence, lui avaient laissé des séquelles dont elle n'était que peu consciente. Les autres croyaient percevoir quelque chose, mais elle, l'obscurité l'enveloppait comme un linceul protecteur. D'autres auraient étouffé dans ce bureau qu'elle s'était aménagé dans sa chambre. C'était un cagibi accessible par une porte faisant face à son lit. Le père d'Anne, très riche, avait offert à sa fille de lui installer un vrai bureau, un même digne d'elle et de ses ambitions, un éclairage adéquat, une chaise ergonomique suivant les recommandations des meilleurs spécialistes. Mais Anne préférait la noirceur et l'exiguïté. Son antichambre était établie dans les combles de la maison centenaire de ses parents. Elle se nourrissait de ce sentiment d'être proche des personnes auxquelles elle donnait naissance sur papier. Le cagibi établi dans ce qui aurait dû être le walk-in d'une fille de millionnaire offrait à Anne une quiétude qu'elle ne rencontrait nulle part ailleurs. Elle était seule, Anne. Ses personnages et ses personnages et ceux nés de l'imaginaire des écrivains qu'elle vénérait. Ils étaient
les enfants du sabbat pour tenter d'en imprégner son imaginaire. Écrire un grand roman d'épouvante, tel était l'objectif d'Anne, susciter la peur d'autrui par le pouvoir des mots, son idéal. De leur côté, la porte qui s'ouvrit laissant entrer un courant d'air. Anne, la voix de son père, elle devrait consentir à sortir de sa tanière. Chaque fois qu'il venait la voir, il avait les mains pleines. Le président déposa les sacs sur le lit de sa fille et la laissa fouiner. Il savait que comme d'habitude, Anne ne penserait pas à le remercier, qu'il devrait lui soutirer ses marques de politesse. Son bonheur de trouver de nouvelles lectures dans ses sacs ne transparaîtrait pas sur son visage. Anne était ainsi faite. Tout chez elle était confiné dans son esprit. Lorsqu'elle parlait, elle le faisait à mi-voix, comme le double de William Wilson chez Poe. Ah oui, ok, oui. C'est... On va bouger la chaise un peu. Elle se disait Poe. Se disait-elle pour se trouver moins bête, comme si elle avait honte de la parole. Était-elle autiste? Avait demandé sa mère au médecin après un test de routine. Non, pas autiste. Elle est intérieure. Taciturne, avait-on répondu. Elle saisit à pleine main la douzaine de romans noirs et d'épouvante que son père lui offrait. T'es contente? S'inquiète-t-il. Oui. Anne remarqua le roman d'un auteur qu'elle ne connaissait pas, Byron Keaton. Avec maladresse, elle laissa tomber les autres livres pour se concentrer sur les blessures savants, l'œuvre de cet auteur inconnu. La libraire me l'a fortement conseillé, indiqua son père. Les yeux d'Anne s'agrandirent le temps d'une milliseconde, signe d'une curiosité dont elle conservait les bruissements de joie pour elle-même. Le président l'observa et tira le coup pour... c'est la fille du président, d'accord. Oh, blague. Le président l'observa et tira le coup pour essayer de deviner ce que transmet sa fille dans son alcool secret. Comme les fois précédentes, il regretta son erreur. Anne referma la porte de son petit espace privé, comme si son père violait son intimité corporelle. J'ose m'assurer qu'il n'en reste pas trop. Ça va. Je suis un petit peu rushée par le temps, mais je veux quand même faire une bonne vidéo. Je préfère avoir moins de vidéos, mais genre de bonne qualité, que de genre en faire 4 rushés. Le président sourit. Anne l'ébahissait par l'entêtement résolu avec lequel elle se livrait corps et âme à ce qui l'animait, par son abandon à ce feu qui la consumait à l'intérieur. Devenir écrivaine, faire couler l'horreur depuis son âme jusqu'aux pages noires qu'elle faisait sienne. Le président était fier de sa fille, une enfant qui n'avait jamais perdu son temps à jouer avec des poupées débiles représentant des sottes destinées à rester sans envergure, telle qu'elle avait lu avec fluidité. Anne s'était intéressée aux histoires noires. Sa mère s'en était inquiétée, mais le président, lui, savait que sa fille forgeait son âme. Elle se faisait forte. Elle construisait son imaginaire en ne récusant pas les pulsions les plus incarnées de sa personne. Quelquefois, le président s'était même laissé tenter. Il avait emprunté 2 ou 3 livres à sa fille, fasciné par les sévices auxquels s'abandonnaient les personnages qui l'intéressaient. Il appréciait l'imagination de quiconque laissant libre cours à ses perversions. Comparables aux siennes, le père et sa fille semblaient unis par liens indésirables. That's so motherfucking weird. Depuis la salle à manger, la voix de son épouse sortit le président de ses songes. L'heure était venue de rassembler à table ce qui s'apparentait à une famille. Genre, ça donne un vibe weird, mais que j'adore. Demi avait préparé un roast
engendré après avoir engrangé son premier million. Après avoir engendré son premier million, l'homme d'affaires avait proposé à son épouse d'embaucher du personnel à la maison. Cuisinier, jardinier, femme de ménage, tutrice pour Anne, Demi avait décliné l'invitation. Elle détestait l'opulence ostentatoire. Elle tenait à sa liberté, n'avait pas envie d'avoir à passer ses journées en compagnie de gens à qui elle n'aurait pas su faire comprendre qu'ils avaient autant de valeur qu'elle. Parce que je vais vous montrer le nom. Cette ligne-là, là. Ça, là. Je sais pas comment le prononcer, fait que je ne vais point le dire, ok? Vous savez comment se sentent les laissés pour compte? C'est ce qu'elle était avant que le président ne s'intéresse à elle. C'est bon, chérie. C'est bon, chérie. C'était aussi ce qu'il disait. Le président, à leur début, lorsqu'il faisait l'amour, lorsqu'elle l'embrassait, lorsque sa prononciation d'un mot trahissait ses origines, lorsqu'elle déclarait que chacun devrait avoir sa chance de rayonner au soleil, lorsqu'elle affirmait qu'il faut se méfier de l'argent. C'est bon, chérie. Des mots surannés par un usage trop fréquent, vidés de leur signification, des mots pour ne pas avoir à supporter le silence. C'était une autre époque marquée par la naïveté et l'insouciance. Le président était dans la force de ses ambitions. Il avait l'âge du Christ et il était prêt à crucifier quiconque aurait osé jeter des épines en travers de son chemin. Se plaisait-il à dire que dans les soupers bien arrosés, des mignonnages, le nom de tantôt. Elle portait au fond d'elle-même son passé, contrainte à son futur époux. Elle avait connu le misère, les chandelles brûlées par les deux bouts, de la dureté du béton comme matelas. Son arrivée au sol québécois s'était faite dans l'appréhension, surtout dans la méfiance, en l'espoir, parce que l'espoir est une drogue plus dure que c'est que s'inoculait ses voisins de commune. Après les déboires de la scission tchécoslovaque, l'espoir vous saoule, vous emplit les veines, vous brûle les neurones. Le sevrage peut en être mortel. Et les choses s'étaient comme tout bien passé. Après l'effondrement des tours du World Trade Center, le jeune entrepreneur québécois était convaincu de délaisser ses vieillités et de devenir le prochain empereur du monde des télécommunications en assistant au débâcle de WorldCom et de Vivendi. Je suis désolée si ça a bougé ou que j'ai dû baisser le son, mais c'est parce qu'on entend juste ma grand-mère. Et aussi bouger, c'est parce que j'ai mes jambes en dessous. La petite table, et ma petite table est collée sur mon trépied. Et ma lampe et genre mon ring light est pété. Donc pardon, mon Dieu. Jamais je rate en pleine vidéo. Vous l'avez pas entendu. Il s'est offert un voyage exploratoire en Europe de l'Est, montrant un intérêt marqué par l'univers viticole. Au terme de quelques semaines, il foulait le sol de la Slovaquie en concluant des ententes avec quelques viticulteurs, honorés que les vins fassent des frais d'exportation privés au Québec. Elles étaient presque aussi honorées que le président l'avait été de rencontrer le nom de tantôt des Slakata. Je ne sais pas comment le dire. L'honneur souper fortement alcoolisé à Bratislava. Elle était jeune et belle. Le restaurant qui accueillait les investisseurs canadiens et la délégation politique slovaque regorgeait de parures colorées. Les moulures des portes et des fenêtres étaient luxuriantes de
l'horreur venue d'un autre temps. Mais les véritables joyaux qui enchantaient le président, c'étaient les yeux de la jeune servante, chargée de satisfaire l'appétit et la soif d'une vingtaine d'hommes d'affaires dont les avoirs auraient permis au peuple slovaque entier de se remettre de sa rupture politique. Elle avait fini par comprendre que le président lui demandait son nom lorsqu'il la faisait venir à table. Madame D. avait-elle soufflé du bout des lèvres pures, minces et faites pour déclarer toutes les sonorités de l'amour. Il l'avait persuadé de quitter son pays, lui avait promis une vie exempte de soucis financiers. Il l'avait emménagé ensemble, s'était marié 3 mois plus tard, avait développé des affinités sexuelles certaines sur le plan idéologique. C'était moins évident. Ils avaient trouvé un compromis. Madame D allait soutenir le président lors des apparitions publiques et ne la mêlerait pas aux fonctions de Biron. Son entreprise d'import-export alcool. Je vais y arriver. Mais elle allait l'aider à lignifier l'opinion publique au sujet des activités de Biron et de son hiérarque. En contrepartie, on va changer de petite position parce que là j'ai mal au doigt. En contrepartie, le président assure que Madame D puisse s'adonner aux activités philanthropiques qui lui plaisent. C'est bon pour l'opinion publique de toute manière et puisqu'on y était, c'était sans doute une bonne idée qu'elle renonce à son nom pour en emprunter un qui soit plus facile à prononcer et moins exotique. Demi, tiens. Oh, what the fuck, c'est sa femme. C'est sa femme, madame. D'après quoi, on avait arrivé à la fin. Elle s'était satisfaite de tout cela, jusqu'à l'apparition d'Anna dans leur vie. Un tabou qui avait entaché leur relation. Demi aimait sa fille, certes, mais elle n'arrivait pas à la comprendre, ne se reconnaissait pas en elle. Anne était si introvertie, si inquiétante. C'est vrai. J'étais léger mon micro. Yes. C'est vraiment bon, répéta le président. Tant mieux, chérie. Demi laissa passer un temps. Anne s'attablait aussi. La jeune fille hocha la tête, la bouche pleine. L'esprit ailleurs souvent dans ces histoires qui l'éloignaient du monde réel. Que sa mère, ça a été une bonne journée aujourd'hui, lança le président. Demi leva à peine les yeux. Elle savait à quoi s'attendre. Son mari avait trouvé un nouveau moyen de fabriquer encore plus d'argent, quitte à bafouiller la justice sociale pour y parvenir. Une vingtaine de Mexicains vont débarquer ici dans 2 semaines. Pour aller où tu penses? Demi resta muette. Le roast beef était un peu trop saignant à son goût. Lui tendant à l'annoncer. Le président fit comme si son épouse lui avait soumis une réponse. Non, pas au bureau de l'assistance sociale. Ils vont travailler chez Biron. C'est ça. 20 Mexicains vont produire de la tequila québécoise au lieu d'engrosser le bassin de PS comme le font la plupart des immigrants. Bonne lecture et bon dodo, mes amours. J'ai pas fini, mais on est à la dernière page. Mais pour de vrai. Doucement avec le micro. Genre. Il me reste ça à aller pour finir le chapitre. J'avais un cheveu ou une mousse à quelque part. Je pense qu'il y en a d'autres. Il était dans mon livre. Et bref. Demi en eut le haut le cœur et sentit. Elle se demanda si un jour le président se rappelait comment sa femme était arrivée au sol canadien. Elle se dit qu'elle ne savait peut-être plus écrire son patronyme correctement, tellement elle était convaincue de l'avoir dénaturé. C'est parce qu'une vingtaine de tes employés sont morts que tu les remplaces par des Mexicains. La voix faiblote ayant prononcé ces paroles, cynique était-elle d'Anne. Le président l'observa, vit qu'elle était déjà retournée dans ses choses, puis il éclata de rire. Non, bien sûr que non, ma grande. La vingtaine qui partent ne sont pas morts, voyons. Mais ils partent, c'est ça, comprit Demi. Oui, c'est toi qui les congédies. Je vais les réaffecter ailleurs, fit le président, agacé. Quand? Où? Arrête, Demi. Je ne me mêle pas de tes causes, moi. Tu devrais
devrais rétorquer. Whoopalay, whoopalay, whoopalay. Tu devrais rétorquer. Ça te rendrait plus humain. Entre eux deux, Anne ne broncha pas sa fourchette, tritura un morceau de viande dans le sang, se répandit sur les pommes de terre. Elle pensa à Hannibal Lecter et cela la fit sourire. Elle est psychopathe.